mis à la porte à l'adolescence à cause de fausses rumeurs répandues par ma sœur en or. Des années plus tard, mes parents voient ma réussite et réclament de l'argent. J'ai fêté mes 32 ans le mois dernier, et j'ai beaucoup réfléchi à la façon dont ma vie aurait pu être différente, si mes parents avaient juste pris la peine de me poser une simple question, quand j'avais 17 ans. Juste une question. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont jamais fait. En grandissant, j'avais une sœur nommée Vanessa, qui avait 3 ans de plus que moi. Dès l'instant où elle a pu parler, mes parents l'ont traitée comme si elle avait décroché la lune. Des notes parfaites, des cheveux parfaits, tout était parfait. Pendant ce temps, j'étais le gamin qui aimait bricoler des voitures dans le garage, et traîner avec ses potes au skatepark. Pas exactement ce que mes parents avaient en tête pour leur fils. Le favoritisme a commencé tôt. Quand Vanessa a voulu prendre des cours de piano, elle les a eus. Quand j'ai demandé si je pouvais prendre des cours de mécanique automobile, j'ai eu droit à un sermon sur le fait de gâcher mon potentiel. Quand Vanessa était sur le tableau d'honneur, nous allions dîner dans ce steakhouse chic du centre-ville. Quand j'ai intégré l'équipe de baseball du lycée, en 2e année, mon père a juste hoché la tête, et s'est remis à lire son journal. J'ai compris assez vite, que rien de ce que je ferais ne serait jamais assez bien pour eux. Alors, j'ai arrêté d'essayer de les impressionner, et j'ai juste fait mon propre truc. J'avais de bons amis, je jouais au baseball, et je travaillais à temps partiel dans un garage local, où le propriétaire m'a tout appris sur les moteurs. La vie n'était pas parfaite, mais c'était la mienne. Vanessa, cependant, ne supportait pas que je sois heureux. Elle était partie à l'université avec une bourse d'études complète, et étudiait en pré-médecine. L'enfant prodige faisant des choses d'enfant prodige. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant pour elle. Elle avait besoin que tout le monde la vénère, surtout nos parents. Et le fait que je me fiche de ses réussites a dû la rendre folle. Les choses ont vraiment dérapé, pendant l'été précédant ma dernière année de lycée. Je travaillais à temps plein au garage, pour économiser de l'argent afin d'acheter ma première voiture. Rien d'extravagant, juste un vieux Ford Ranger cabossé, qui avait besoin de réparation. Mais il allait être à moi, payé avec mon propre argent. J'en étais fier. Un week-end, Vanessa est rentrée de l'université pour une visite. J'étais dans le garage, en train de travailler sur un carburateur, quand elle est entrée. Elle avait ce regard bizarre sur le visage, comme si elle préparait quelque chose. J'aurais dû savoir, à ce moment-là, que les ennuis arrivaient. Elle a commencé à me poser des questions sur le travail, sur les gars avec qui je traînais, sur cette fille nommée Ashley, que je fréquentais. Des trucs normaux entre frères et sœurs, du moins, c'est ce que je croyais. J'ai répondu à ces questions parce qu'honnêtement, j'essayais de faire la conversation. Nous n'étions pas proches, mais nous n'étions pas ennemis non plus. Du moins, je ne pensais pas que nous l'étions. Le lendemain, tout a changé. Je suis rentré du travail couvert de graisse et d'huile, ce qui était tout à fait normal pour moi. Ma mère était dans la cuisine en train de préparer le dîner, et mon père était dans son bureau. Vanessa était assise à la table de la cuisine avec son ordinateur portable. Et quand je suis entré, elle a levé les yeux vers moi, avec cette expression que je n'avais jamais vue auparavant. De la pure satisfaction, mélangée à quelque chose de plus sombre. Ma mère s'est retournée, et m'a juste fixé du regard. Pas le regard des approbateurs habituels auxquels j'étais habitué, mais quelque chose de pire. De la peur, mélangée à du dégoût. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. Avant que je puisse demander ce qui se passait, mon père est sorti en trombe de son bureau. Son visage était rouge, et il tenait son téléphone comme s'il voulait me le jeter à la figure. J'avais déjà vu mon père en colère, mais là, c'était différent. C'était de la rage. Il a commencé à me crier dessus, me disant que j'étais un menteur, un voleur, et une honte pour la famille. Je suis resté là, complètement confus, en lui demandant de quoi il parlait. C'est alors que Vanessa a pris la parole. Elle a dit à mes parents qu'elle avait découvert que je vendais des substances à l'école. Pas seulement que j'en consommais, mais que j'en vendais à d'autres gamins. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Je connaissais à peine des gens qui touchaient à ce genre de choses, encore moins pour en vendre. J'ai essayé de me défendre, de leur dire que ce n'était pas vrai, que je n'avais aucune idée de ce dont parlait Vanessa. Mais mon père n'écoutait pas. Il continuait de crier, sur le fait qu'il avait élevé un criminel,
sur la façon dont j'allais détruire la réputation de la famille. Vanessa leur avait apparemment montré de faux SMS, qui donnaient l'impression de provenir de mon téléphone. Des messages parlant de rencontrer des gens, de parler d'argent, d'utiliser des mots de code dont n'importe qui aurait pu deviner qu'ils parlaient de trafic. Les messages avaient l'air suffisamment réels, pour que mes parents en croient chaque mot. Je les ai suppliés de me laisser m'expliquer, de vérifier mon vrai téléphone, de parler à mes amis, ou à mon patron au garage, n'importe quoi pour prouver que j'étais innocent. Mais ma mère s'est juste mise à pleurer, disant qu'elle ne savait plus qui j'étais. Mon père m'a dit que j'avais 1 heure pour faire mes affaires, et sortir de sa maison. 1 heure. C'est tout ce que j'ai eu. À 17 ans, j'avais 1 heure pour découvrir où allait se diriger le reste de ma vie. J'ai essayé une fois de plus de leur dire la vérité, mais Vanessa est intervenue avec d'autres mensonges. Elle a dit qu'elle m'avait vu avec un sac plein d'argent, que j'agissais de manière suspecte depuis des mois, qu'elle s'inquiétait pour moi, mais qu'elle ne savait pas comment leur dire. Chaque mot sortant de sa bouche était de la pure fiction. Mais mes parents ont tout gobé. Le pire, c'était l'expression sur le visage de Vanessa pendant que tout ça arrivait. Elle n'était ni contrariée, ni inquiète. Elle appréciait le spectacle. Chaque seconde passée à me regarder me faire détruire. Elle adorait ça. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un malentendu. C'était prémédité. Elle m'avait tendu un piège, délibérément. Je suis monté à l'étage, et j'ai jeté tout ce que je pouvais faire rentrer dans mon sac à dos et un sac de sport. Des vêtements, mon ordinateur portable, quelques photos, l'argent que j'avais économisé pour ce pick-up. Tout rentrait dans 2 sacs, parce qu'apparemment, c'est à ça que se résumaient mes 17 années de vie. Quand je suis redescendu, mes parents attendaient près de la porte. Mon père avait les bras croisés, et ma mère pleurait encore. J'ai regardé Vanessa une dernière fois, espérant voir une faille dans sa façade, un signe qu'elle se sentait ne serait-ce qu'un peu coupable. Rien. Elle est juste restée assise là, à la table de la cuisine, à me regarder partir, comme si c'était la chose la plus normale au monde. J'ai franchi cette porte, et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais nulle part où aller, et environ 800 € à mon nom. Bienvenue dans l'âge adulte, pas vrai? Les premières nuits, j'ai dormi dans le sous-sol de mon pote Jason. Ses parents ne savaient pas que j'étais là, et j'ai fait en sorte que ça reste ainsi. La journée, j'allais travailler au garage, comme si de rien n'était. Mon patron, un homme plus âgé nommé Frank, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il n'a pas insisté, mais il gardait un œil sur moi. Après environ 1 semaine, Frank m'a pris à part, et m'a demandé carrément si je vivais dans la rue. J'ai essayé d'éluder la question, mais il a vu clair dans mon jeu. Il m'a dit qu'il avait un petit appartement au-dessus du garage, qu'il utilisait pour du stockage. Il a dit que si je le voulais, je pouvais y rester sans payer de loyer, tant que je l'aidais sur quelques projets supplémentaires le week-end. J'ai failli pleurer juste là, dans le garage. Au lieu de ça, j'ai juste hoché la tête, et je l'ai remercié. Cet appartement est devenu ma maison pour l'année suivante. Ce n'était pas grand-chose, juste une chambre, une salle de bain et une petite cuisine, mais c'était à moi. Frank est devenu plus une figure paternelle pour moi, durant ces mois, que mon vrai père ne l'avait été depuis des années. Ma dernière année de lycée a été brutale. Le bruit avait couru dans toute l'école, à propos de ce qui s'était passé. Vanessa s'en était assurée. Elle avait dit à notre famille élargie, à nos voisins, à quiconque voulait bien l'entendre, que j'avais été mis à la porte pour trafic de substances. Certaines personnes l'ont cru, d'autres non. Mais le mal était fait. Ashley, la fille que je fréquentais, a rompu avec moi le jour où elle l'a appris. Elle a dit que ses parents ne voulaient pas qu'elle sorte avec quelqu'un comme moi. Ça a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Mais mes vrais amis, ceux qui me connaissaient vraiment, sont restés. Jason, Tyler, et quelques autres de l'équipe de baseball m'ont soutenu. J'ai terminé le lycée tout en travaillant à temps plein au garage. Frank m'a aidé à remplir mes dossiers d'inscription à l'université, mais je n'avais ni l'argent, ni les notes pour obtenir des bourses décentes. Ma moyenne n'était pas mauvaise, juste pas assez bonne pour les écoles que je voulais. Alors, j'ai fait un choix différent. J'ai décidé de faire l'impasse sur l'université, et d'apprendre un métier. Frank m'apprenait tout ce qu'il savait sur la mécanique automobile, et je devenais bon à ça. Vraiment bon.
Je pouvais diagnostiquer des problèmes de moteur plus vite que des gars qui faisaient ça depuis des décennies. Il s'est avéré que toutes ces années passées à me faire traiter de déception, parce que j'aimais les voitures, m'avaient en fait donné une véritable compétence. Au moment où j'ai eu 19 ans, j'étais le meilleur mécanicien de Franck. Il me payait bien, et j'économisais chaque centime que je pouvais. J'ai acheté ce vieux Ford rangé que je voulais, et je l'ai retapé jusqu'à ce qu'il roule comme neuf. Il n'était pas beau, mais il était fiable, et c'était plus que je ne pourrais dire de ma famille. Travailler au garage m'a appris plus que la simple réparation de voitures. Franck m'a montré comment gérer une entreprise, comment parler aux clients, comment instaurer la confiance. Il me faisait remarquer quand je me précipitais sur un travail, ou quand je devais revérifier ce que j'avais fait. Il ne m'a jamais pris de haut, ou fait me sentir stupide pour avoir posé des questions. Il m'a juste appris patiemment, jusqu'à ce que je maîtrise la chose. Les clients ont commencé à me demander spécifiquement pour leur réparation. Franck plaisantait en disant que je lui volais son affaire, mais je pouvais voir qu'il était fier. Certains de nos habitués entraient, et demandaient si ce gamin avec le Ranger travaillait ce jour-là. Il me faisait confiance, ce qui signifiait tout pour un jeune de 19 ans, à qui l'on avait dit toute sa vie qu'il était une déception. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents, ni de Vanessa, pendant 3 ans après mon départ. Silence radio. Une partie de moi voulait qu'ils me contactent, qu'ils s'excusent, qu'ils admettent qu'ils avaient eu tort. Mais ils ne l'ont jamais fait. Finalement, j'ai arrêté d'attendre. Je me suis construit une vie sans eux. Le premier Noël après mon départ a été difficile. Franck m'a invité à le passer avec sa famille, mais je lui ai dit que ça allait. J'ai fini par travailler sur mon pick-up dans le garage, toute la journée, juste pour m'occuper l'esprit. Jason est passé avec un peu de nourriture que sa mère avait préparée. Il n'a pas dit grand-chose, il s'est juste assis avec moi pendant que je travaillais. C'est ce que font les vrais amis. À l'aube de mes 20 ans, j'avais commencé à réaliser quelque chose d'important. Mes parents m'avaient jeté dehors en pensant que j'allais échouer. Ils s'attendaient probablement à ce que je revienne en rampant, en admettant que j'avais besoin d'eux. Mais chaque mois qui passait, où je payais mes propres factures, et réglais mes propres problèmes, était la preuve que je n'avais pas besoin d'eux. Cette indépendance faisait plus de bien, que n'importe quelles excuses qu'ils auraient pu me présenter. Quand j'ai eu 21 ans, Franck m'a proposé de devenir associé dans le garage. Il a dit qu'il vieillissait, et qu'il voulait quelqu'un en qui il avait confiance, pour l'aider à gérer les affaires. Je n'arrivais pas à y croire. Nous avons rédigé les papiers, et rendu ça officiel. La moitié de l'entreprise m'appartenait. L'enfant décevant, qui avait été mis à la porte à 17 ans, possédait maintenant la moitié d'un atelier de réparation automobile. Le jour où nous avons signé les papiers de l'association, Franck m'a emmené déjeuner. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit que parfois, la pire chose qui vous arrive, finit par être la meilleure chose, car elle vous oblige à découvrir qui vous êtes vraiment. Il a dit qu'être mis à la porte à 17 ans, c'était terrible, mais que ça avait fait de moi quelqu'un qui savait travailler dur, et valoriser ce qu'il avait. Il avait raison. Les affaires marchaient bien, vraiment bien. Franck s'était bâti une solide réputation au fil des ans, et j'attirais des clients plus jeunes, qui appréciaient qu'on ne les prenne pas de haut, et qu'on ne les surfacture pas pour de simples réparations. Nous étions honnêtes, nous étions rapides, et nous connaissions notre métier. Le garage est devenu plus qu'un simple lieu de travail, pour moi. C'était la preuve que je pouvais construire quelque chose de réel. Chaque client satisfait résonnait comme un doigt d'honneur de plus, adressé à tous ceux qui m'avaient enterré. Je ne faisais pas que réparer des voitures. Je bâtissais un héritage. J'ai commencé à prendre en charge des projets spéciaux, des restaurations de voitures classiques. Ça rapportait bien, et j'adorais ce travail. Prendre une vieille Chevy rouillée des années 60, et la ramener à la vie. C'était satisfaisant, d'une manière inégalable. La première restauration que j'ai faite, était une Impala de 1965, qu'un gars avait trouvée dans la grange de son grand-père. Elle était couverte de poussière. Les pneus étaient à plat, et des souris avaient fait leur nid dans le compartiment moteur. La plupart des gens l'auraient regardé, et n'auraient vu qu'un tas de ferraille. J'y ai vu du potentiel. Ça m'a pris 4 mois, en travaillant les nuits et les week-ends. Mais quand j'ai eu fini, cette voiture avait l'air de sortir tout juste du showroom. Le propriétaire a pleuré quand il l'a vue.
C'est là que j'ai su que j'avais trouvé ma vocation. Le bouche-à-oreille a fonctionné, à propos de cet Impala. Les gens ont commencé à m'apporter leurs projets de voiture, les vieux pick-up de leur père, leur restauration de rêve. Chacune était un défi, et j'adorais ça. Ce n'était plus seulement du commerce. C'était de l'art. À l'âge de 23 ans, la partie restauration rapportait plus d'argent que les réparations régulières. Nous avions une liste d'attente longue de 6 mois. J'ai embauché des mécaniciens pour gérer le travail courant, afin de pouvoir me concentrer sur les restaurations. J'ai acheté de meilleurs équipements, de plus beaux outils, et j'ai agrandi notre espace de travail. Franck restait là à observer, avec un grand sourire. Il avait construit cet endroit à partir de rien, il y a 40 ans, et maintenant il le regardait grandir, pour devenir quelque chose d'encore plus grand. À mes 25 ans, Franck était prêt à prendre sa retraite. Il m'a vendu sa moitié de l'entreprise, pour bien moins que ce qu'elle valait. Il a dit que je l'avais mérité. Le garage était à moi. Je l'ai renommé, j'ai mis à jour l'équipement, j'ai embauché 2 mécaniciens supplémentaires, et j'ai continué à bâtir. Le changement de nom était important pour moi. Franck voulait que je garde son nom dessus, mais je l'ai convaincu de me laisser l'appeler Legacy Autowork. Héritage, parce que je construisais quelque chose qui allait durer. Ma vie était stable. J'avais une petite maison que j'avais achetée, une entreprise florissante, de bons amis, et une petite amie nommée Rachel, qui tenait vraiment à moi. Je n'étais pas riche, mais je m'en sortais bien. Rachel travaillait comme infirmière à l'hôpital local. Nous nous étions rencontrés quand sa voiture est tombée en panne. Je l'ai réparée le jour même, je ne l'ai pas surfacturée, et quand elle est venue la récupérer, nous avons discuté pendant 2 heures. Elle m'a invité à sortir. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Elle a été la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire, à propos de Vanessa, du fait d'avoir été mis à la porte, tout ça. Elle ne m'a pas jugé, ni dit que je devrais essayer de faire la paix avec ma famille. Elle m'a juste écouté, a tenu ma main, et m'a dit que j'étais plus fort que la plupart des gens qu'elle connaissait. Ce soir-là, j'ai réalisé que je pourrais peut-être vraiment faire entièrement confiance à quelqu'un. C'était un sentiment que je n'avais pas éprouvé depuis des années. Puis, les réseaux sociaux sont arrivés. Je n'avais jamais été très branché par ces trucs-là, mais Rachel m'a convaincu de commencer à publier des photos, des projets de restauration sur lesquels je travaillais. Juste des photos des voitures, de l'avancement, ce genre de choses. Je n'essayais pas de devenir une sorte d'influenceur ou quoi que ce soit. Je pensais juste que ce serait peut-être bon pour les affaires. La première publication que j'ai faite, était celle d'une Camaro de 1969 que je restaurais. Juste une simple photo avant-après. En une semaine, elle avait été partagée 100 fois. Les gens commentaient, posaient des questions, voulaient en savoir plus sur le processus. J'étais confus. Ce n'était qu'une voiture sur laquelle je travaillais. Rien de spécial dans mon esprit, mais apparemment, les gens adoraient voir la transformation. Rachel m'a convaincu de continuer à publier, alors je l'ai fait. Je prenais des photos de ce sur quoi je travaillais, j'écrivais une petite légende sur ce que je faisais, et je publiais. Les gens semblaient vraiment apprécier le regard en coulisses sur le travail de restauration. Ils voulaient voir les parties sales, les parties difficiles, et pas seulement le produit fini. Alors, c'est ce que je leur ai montré. La rouille, les pièces cassées, les défis, tout ça. Il s'avère que les gens aimaient vraiment regarder de vieilles voitures se faire reconstruire. Mes publications ont commencé à être partagées de plus en plus, et avant même de m'en rendre compte, j'avais quelques milliers d'abonnés, puis quelques milliers de plus. Les actualités locales ont fait un reportage sur le garage, et le travail de restauration. L'une des voitures classiques que j'avais restaurées a remporté un prix, lors d'un salon de l'automobile régional. L'attention était inattendue, mais bienvenue. Le salon de l'automobile a été un tournant. J'y avais présenté une Plymouth Barracuda de 1970, que j'avais passé 8 mois à restaurer. Le propriétaire l'avait trouvée dans un champ, à peine reconnaissable en tant que voiture. J'avais reconstruit le moteur de A à Z, remplacé tout l'intérieur, réparé toute la rouille, et je l'avais peinte dans sa couleur d'origine. Quand ils ont annoncé qu'elle avait remporté le prix du meilleur véhicule du salon, j'ai été sincèrement choqué. J'étais en compétition contre des gars qui faisaient ça toute leur vie, depuis des décennies. Cette victoire a attiré encore plus d'attention.
Un magazine sur les voitures classiques m'a contacté, et a demandé s'il pouvait présenter la Barracuda. J'ai dit oui sans hésitation. Quand l'article est sorti, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner pendant une semaine. Des gens situés à 3 États de distance appelaient, voulant que je restaure leur voiture. J'ai dû commencer à refuser des projets, parce que je ne pouvais pas suivre la demande qui affluait de partout. Tout a fait boule de neige assez vite, à partir de là. J'ai été invité à parler dans une école professionnelle, sur la valeur de l'apprentissage des compétences mécaniques. Quelques autres magazines ont présenté mon travail. Des passionnés d'automobile ont commencé à faire des pèlerinages au garage, juste pour voir sur quoi je travaillais. C'était surréaliste. Mais voici la chose, ce n'est pas le succès qui comptait le plus pour moi. Ce qui comptait, c'est que je l'avais construit moi-même. Chaque petite partie, de A à Z, sans l'aide des gens qui étaient censés me soutenir. Ce succès était à moi, gagné à la sueur de mon front, et avec ma propre détermination. Personne ne pouvait m'enlever ça. Je n'étais pas célèbre, ou quoi que ce soit d'approchant. Mais j'avais construit quelque chose de réel, quelque chose dont j'étais fier, et je l'avais fait sans l'aide ni l'approbation de ma famille. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de réapparaître. J'étais au garage, en train de travailler sur une Mustang de 1967, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai quand même répondu, parce que parfois, les clients appelaient depuis des téléphones différents. C'était ma mère. Sa voix avait l'air plus vieille, plus tremblante que dans mes souvenirs. Elle a prononcé mon nom comme une question, comme si elle n'était pas sûre que j'allais réellement répondre. Pendant une seconde, j'ai pensé à raccrocher, mais la curiosité a pris le dessus. Elle a commencé à parler vite, me disant qu'elle avait vu l'un des articles sur le garage. Elle a dit qu'elle était tellement fière de ce que j'avais accompli. Fière. Ce mot, sortant de sa bouche après 8 ans de silence, ressemblait à une blague. Je lui ai demandé pourquoi elle appelait, après tout ce temps. Il y a eu un silence, puis elle a fait cette chose qu'elle faisait toujours, où elle essayait de faire passer quelque chose pour anodin, alors que ça ne l'était définitivement pas. Elle a dit qu'elle et mon père avaient des problèmes financiers. Des frais médicaux. Apparemment, mon père avait des problèmes de santé, et leur assurance ne couvrait pas tout. Ils avaient brûlé la majeure partie de leurs économies. Elle voulait savoir si je pouvais peut-être les aider. L'audace de la demande m'a fait rire. J'ai littéralement ri. Voilà ma mère, qui m'avait jeté dehors à 17 ans sur la base de mensonges, qui avait cru le pire à mon sujet sans poser de questions, et qui m'appelait pour de l'argent, comme si les 8 dernières années n'avaient jamais existé. Je lui ai demandé si elle se souvenait de la raison pour laquelle j'étais parti. Elle s'est tue de nouveau, puis a dit quelque chose comme quoi ils avaient peut-être été trop durs, mais qu'ils essayaient juste de protéger Vanessa, et de faire ce qui était juste. Pas d'excuses. Pas l'admission qu'ils avaient eu tort. Juste des excuses, enveloppées dans de faibles justifications. Je lui ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir, et que je la rappellerais. Je ne me suis engagé à rien. Je voulais juste raccrocher, avant de dire quelque chose que je regretterais. Ou peut-être que je voulais dire tout ce que je retenais depuis 8 ans. Je n'en étais pas encore sûr. Après avoir raccroché, je suis resté assis là, dans mon garage, entouré d'outils et de pièces de voiture, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Rachel m'a trouvé là, 1 heure plus tard. Je lui ai tout raconté, toute l'histoire que je ne lui avais jamais complètement partagée auparavant. Elle a écouté, elle m'a tenu la main, et puis, elle m'a dit quelque chose qui m'a surpris. Elle a dit que je devrais aller les voir. Pas pour leur donner de l'argent ou pour faire la paix, mais pour clore ce chapitre. Pour les regarder dans les yeux, et leur dire exactement comment leur choix avait affecté ma vie. Elle a dit que j'avais passé 8 ans à me construire une vie sans eux, mais que je n'avais jamais réellement géré ce qu'ils avaient fait. Il était peut-être temps. J'y ai réfléchi pendant quelques jours. Une partie de moi voulait juste ignorer l'appel, et passer à autre chose. Mais Rachel avait raison. J'avais cette colère que je traînais avec moi, et il était peut-être temps de m'en délester. Pas pour eux, mais pour moi. J'ai rappelé ma mère, et je lui ai dit que je viendrais leur rendre visite. Juste une visite. Je n'ai rien promis concernant l'argent. Elle avait l'air soulagée. Trop soulagée. Et ça aurait dû être mon premier indice sur ce qui se passait vraiment. Le trajet en voiture jusqu'à chez eux semblait surréaliste.
Je n'étais pas revenu dans ce quartier depuis 8 ans. Tout semblait plus petit, d'une certaine manière, moins important qu'avant. Leur maison avait besoin de travaux. La peinture s'écaillait. Le jardin était en friche. Et tout l'endroit avait l'air usé. Ma mère a ouvert la porte. Elle avait vieilli plus que je ne l'aurais cru. Plus de cheveux gris, des rides plus profondes autour des yeux. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Elle avait l'air blessée, mais n'a pas insisté. Nous sommes entrés. Mon père était assis dans son fauteuil inclinable, dans le salon. Il avait l'air plus vieux lui aussi, plus maigre. Il m'a fait un signe de tête, mais ne s'est pas levé. Aucune tentative de câlin de sa part, ce qui était probablement mieux ainsi. Nous nous sommes assis dans leur salon. Cet espace qui me paraissait si grand quand j'étais enfant, semblait maintenant juste exigu et démodé. Ma mère m'a proposé quelque chose à boire. J'ai dit, non, je ne suis pas ici pour une visite de courtoisie. Je leur ai demandé directement pourquoi ils m'avaient vraiment appelé. Ma mère a commencé avec la même histoire, sur les factures médicales et les problèmes financiers. Je l'ai laissé finir. Puis, j'ai posé la question que j'étais venu poser. Avait-il jamais découvert la vérité, sur ce que Vanessa avait fait? Le silence qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon père a bougé sur sa chaise, mal à l'aise. Ma mère a baissé les yeux sur ses mains. Aucun d'eux ne voulait croiser mon regard. Il s'est avéré qu'ils avaient découvert la vérité. Environ 2 ans après mon départ, Vanessa s'était attirée des ennuis à son école de médecine. Elle avait été surprise en train de falsifier des données de recherche, pour un projet. Quand l'école a mené l'enquête, ils ont découvert un schéma de comportement, mensonge, manipulation des situations à son avantage, délation des autres étudiants pour se mettre en valeur. L'école avait appelé mes parents, en tant que contact d'urgence. Pendant cette conversation, Vanessa s'était apparemment effondrée, et avait admis avoir fait des choses similaires auparavant, y compris ce qu'elle m'avait fait. Mes parents savaient depuis 6 ans que j'étais innocent. 6 ans. Et ils n'avaient jamais, pas une seule fois, cherché à me contacter pour s'excuser, ou pour essayer d'arranger les choses. Je leur ai demandé pourquoi ils ne m'avaient pas appelé, quand ils ont appris la vérité. Ma mère a commencé à pleurer, disant qu'ils avaient honte, qu'ils ne savaient pas comment me faire face, après ce qu'ils m'avaient fait. Mon père a dit qu'il s'était dit que j'avais refait ma vie, et que je ne voudrais de toute façon pas entendre parler d'eux. Des lâches. C'est ce qu'ils étaient. Ils avaient été trop embarrassés, et trop fiers, pour admettre qu'ils avaient eu tort, alors ils ont juste fait comme si ça n'était jamais arrivé. Et maintenant, 6 ans plus tard, ils n'appelaient que parce qu'ils avaient besoin d'argent. J'ai demandé où était Vanessa, maintenant. Mon père a dit qu'elle avait quitté l'école de médecine après le scandale, et qu'elle avait déménagé à l'autre bout du pays. Il n'avait presque plus de ses nouvelles. Elle les avait pratiquement abandonnées, dès qu'elle n'avait plus pu s'en servir pour soutenir son image parfaite. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. L'enfant en or, qu'ils avaient protégé et en qui ils avaient cru, les avait jetés dès que ça l'arrangeait. Pendant ce temps, le fils qu'ils avaient jeté à la rue, avait bâti une entreprise florissante, et une belle vie sans eux. Ma mère a recommencé à parler des factures médicales, revenant à la raison pour laquelle ils avaient vraiment appelé. Elle a dit qu'ils faisaient face à de graves problèmes financiers. Les problèmes de santé de mon père étaient réels, et ils avaient du mal à s'en sortir. Elle a sorti des papiers montrant des factures médicales impayées, des avis d'agences de recouvrement, la totale. J'ai regardé ces papiers, et je n'ai rien ressenti. Aucune compassion, aucune envie d'aider, rien. Ces gens m'avaient jeté comme une vieille chaussette, sur la base de mensonges. Ils avaient cru le pire à mon sujet, sans se poser de questions. Et quand ils ont découvert la vérité, ils ont été trop lâches pour réparer leur erreur. Je leur ai dit que je n'allais leur donner aucun argent. Ma mère s'est mise à pleurer de plus belle. Mon père s'est mis en colère, demandant comment je pouvais être aussi sans cœur, envers mes propres parents. Il a littéralement utilisé ce mot, sans cœur. Je me suis levé. J'en avais assez entendu. Je leur ai dit que, quand j'avais 17 ans, ils avaient fait leur choix. Ils avaient choisi de croire un mensonge, plutôt que leur propre fils. Ils m'avaient jeté dehors avec rien, et n'avaient jamais regardé en arrière. Ils m'avaient laissé galérer,
et me construire une vie à partir de zéro, pendant qu'ils faisaient comme si je n'existais pas. J'ai dit que, lorsqu'ils ont découvert la vérité, ils ont fait un autre choix. Ils ont choisi leur fierté et leur honte, plutôt que de faire ce qui était juste. Ils auraient pu m'appeler n'importe quand, au cours de ces 6 dernières années. Ils auraient pu s'excuser, essayer de reconstruire quelque chose, mais ils ne l'ont pas fait. Pas jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose de ma part. Je leur ai parlé de cette première nuit passée à dormir dans le sous-sol de Jason, terrifié à l'idée que ses parents me trouvent et me mettent à la porte eux aussi. Du fait de manger des nouilles instantanées pendant des semaines, parce que c'était tout ce que je pouvais me permettre. Des doubles quarts de travail au garage, tout en finissant le lycée. Tellement épuisé que je pouvais à peine garder les yeux ouverts en classe. Des nuits où je restais éveillé, à me demander ce que j'avais bien pu faire, pour mériter d'être jeté comme un vulgaire déchet. Ma mère a essayé de m'interrompre, en disant qu'il ne savait pas que c'était si dur. Ça m'a fait rire. Bien sûr qu'il ne savait pas. Il n'avait jamais pris la peine de le découvrir. Il n'avait jamais vérifié une seule fois, pour voir si j'allais bien, si j'avais un endroit où dormir, si je mangeais à ma faim. Ils ont juste supposé que j'allais me débrouiller, ou bien ils s'en fichaient trop pour se poser la question. Je leur ai parlé de Frank. De la façon dont un étranger m'avait montré plus de gentillesse et de soutien en un an, qu'il ne l'avait fait en 17 ans. De la façon dont il m'avait donné un foyer, quand il m'avait pris le mien. De la façon dont il avait cru en moi, alors qu'il ne l'avait jamais fait. De la façon dont il m'avait appris que la famille, ce n'est pas une question de sang. C'est une question d'être là. Le visage de mon père devenait de plus en plus rouge. Il a commencé à dire quelque chose sur le fait qu'ils avaient fait ce qu'ils pensaient être juste. Qu'ils essayaient juste de protéger Vanessa. Je l'ai coupé. Je lui ai demandé en quoi jeter à la rue un jeune innocent de 17 ans, protéger qui que ce soit. En quoi croire à des mensonges sans poser de questions, c'était faire ce qui était juste. En quoi abandonner son fils, parce que c'était plus facile que d'admettre qu'on pouvait avoir tort, c'était être un bon parent. Ma mère pleurait toujours, mais maintenant elle essayait aussi de défendre leurs actions. Elle a dit quelque chose sur le fait que Vanessa avait été tellement convaincante, que les preuves semblaient réelles, qu'ils avaient eu peur, et qu'ils ne savaient pas quoi faire. Je lui ai dit qu'elle avait raison sur un point. Ils n'avaient pas su quoi faire. Et au lieu de chercher à comprendre, ils avaient pris la solution de facilité, et s'étaient simplement débarrassés du problème. Je leur ai parlé de la honte que j'avais portée pendant des années, me demandant ce qui clochait chez moi, pour que mes propres parents me jettent si facilement. Des nuits où j'avais repassé cette dernière conversation en boucle, essayant de trouver ce que j'aurais pu dire différemment, pour qu'ils me croient. Des séances de thérapie avec la fille de Frank, qui était psychologue, où j'avais travaillé sur les problèmes d'abandon qu'ils m'avaient laissés. Ça a attiré leur attention. Ma mère a demandé ce que je voulais dire, par séance de thérapie. Je lui ai répondu, eh bien, se faire jeter à la porte par ses parents, sur la base de mensonges, ça a tendance à vous esquinter un peu. Il m'a fallu des années, pour régler mes problèmes de confiance. La peur que n'importe quelle personne à qui je tenais, finisse par décider que je ne valais pas la peine d'être gardé dans les parages. Mon père a bougé, mal à l'aise, sur sa chaise. Je pouvais voir la culpabilité commencer à se lire sur son visage. Mais je n'avais pas encore terminé. Je leur ai parlé de Rachel. Du fait qu'il m'avait fallu 3 ans de relation avec elle, avant que je puisse réellement croire qu'elle ne me quitterait pas. Du fait que je faisais encore parfois des cauchemars, où je me revoyais à 17 ans et sans abri. Du fait que chaque réussite que j'avais accomplie, était teintée par la pensée que mes propres parents avaient si peu d'estime pour moi. Ma mère a commencé à dire à quel point ils étaient désolés, à quel point ils aimeraient pouvoir faire machine arrière. Je lui ai dit qu'être désolé n'était pas suffisant. Être désolé ne me rendra pas ces années. Être désolé n'efface pas les dégâts. Désolé, c'est juste un mot que les gens disent, quand ils veulent se sentir mieux dans leur peau, sans réellement réparer les choses. Ma mère a essayé de m'interrompre, en disant qu'ils étaient toujours mes parents. Je l'ai coupé. Je leur ai dit qu'être un parent, ce n'était pas seulement une question de biologie. C'est une question d'être là. C'est croire en son enfant, même quand les choses vont mal. C'est le protéger, et le soutenir. Ils n'avaient rien fait de tout ça. Ils avaient échoué dans les rôles les plus fondamentaux du métier de parent. J'ai dit que j'avais passé 8 ans à me construire une vie sans eux.
Et que je m'en étais très bien sorti. Mieux que très bien. J'avais une entreprise dont j'étais fier, des gens qui se souciaient vraiment de moi, et un avenir que j'avais bâti de mes propres mains. Je n'avais pas besoin d'eux à l'époque, et je n'avais pas besoin d'eux aujourd'hui. Je leur ai parlé de Brandon, le gamin que je prenais sous mon aile au garage. De la façon dont ses parents pensaient que travailler avec des voitures était indigne de lui, tout comme les miens l'avaient pensé. Du fait que je m'assurais de lui faire comprendre que ses intérêts et ses talents avaient de la valeur. Qu'il n'avait besoin de la permission de personne pour poursuivre ce qu'il aimait. Du fait que j'étais pour lui, ce que Franck avait été pour moi, ce qu'ils auraient dû être pour moi. Ma mère a tendu la main, comme si elle allait me toucher le bras. J'ai reculé. Je lui ai dit qu'elle avait perdu ce droit, lorsqu'elle avait cru au mensonge de Vanessa, sans se poser de questions. Lorsqu'elle avait pleuré sur les fausses blessures de Vanessa, au lieu d'écouter la vérité de son fils. Mon père s'est mis à crier, à propos du respect, et des obligations familiales. Je l'ai juste regardé. Ce vieil homme, qui paraissait si intimidant autrefois, avait maintenant l'air tout petit, et aigri. Je lui ai dit que le respect se mérite, il ne s'exige pas. Et il n'avait rien mérité de ma part. Je leur ai raconté le jour où j'ai acheté ma maison. Comment je m'étais tenu dans le salon vide, et avais réalisé que j'avais fait quelque chose que la plupart des gens de mon âge n'avaient pas fait. J'avais acheté une maison tout seul, avec l'argent que j'avais gagné en travaillant dur. Sans l'aide de personne. Et à ce moment-là, je m'étais senti fier de moi, pour la première fois depuis des années. Pas à cause de ce qu'il pensait, mais en dépit de ce qu'il m'avait fait. J'ai dit que c'était ça, qu'il n'avait jamais compris. Il pensait que me jeter dehors me briserait, que ça prouverait que je ne pourrais pas m'en sortir sans eux. Au lieu de ça, ça a prouvé que je le pouvais. Chaque jour, où je me réveillais et où je gérais ma vie, était la preuve que je n'avais pas besoin de leur approbation, ni de leur soutien. Cette indépendance valait plus, que n'importe quelle relation avec eux ne pourrait jamais valoir. Je me suis dirigé vers la porte. Ma mère pleurait toujours, me demandant de ne pas partir comme ça. Je me suis retourné une dernière fois. J'ai dit que je leur pardonnais. Pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que j'étais fatigué de trimballer une colère, qui ne faisait de mal qu'à moi-même. Mais le pardon ne signifiait pas la réconciliation. Cela ne signifiait pas que je leur devais quoi que ce soit. Cela signifiait que je laissais de côté ce qu'ils avaient fait, afin de pouvoir aller de l'avant, sans que ça ne me pèse. Je leur ai dit qu'ils avaient fait leur choix, et que maintenant ils allaient devoir vivre avec les conséquences, tout comme j'avais dû vivre avec leur choix, quand j'avais 17 ans. Puis je suis sorti. Le trajet du retour était différent de l'aller. Plus léger, d'une certaine manière. Rachel avait raison. J'avais besoin de fermer ce chapitre. J'avais besoin de les regarder dans les yeux, et de leur dire exactement ce que je ressentais. J'avais passé des années à me demander si j'avais eu tort de couper les ponts. Si j'aurais peut-être dû faire plus d'efforts, pour leur faire comprendre. Maintenant, je savais que je n'avais pas eu tort. Si. Quand je suis arrivé à la maison, Rachel m'attendait. Elle n'a pas demandé comment ça s'était passé. Elle m'a juste pris dans ses bras, et m'a laissé assimiler tout ça. Plus tard dans la soirée, je lui ai raconté toute l'histoire. Elle a dit qu'elle était fière de moi pour y être allée, pour avoir dit ce que j'avais besoin de dire. Ma mère a essayé d'appeler quelques fois de plus, au cours des semaines suivantes. Je n'ai pas répondu. Finalement, les appels ont cessé. J'ai appris, par des connaissances communes, qu'ils avaient dû vendre leur maison, et emménager dans un appartement plus petit. Une partie de moi s'en est senti mal pour eux, mais la plupart du temps, je ressentais juste de l'indifférence. La vie a continué. Le garage a continué de grandir. J'ai embauché un autre mécanicien, puis un autre. Nous nous sommes agrandis dans un bâtiment plus grand. J'ai commencé à donner des cours le week-end, à l'école professionnelle locale, montrant aux jeunes que l'université n'est pas la seule voie vers une bonne carrière. L'un de ces jeunes me rappelait beaucoup moi-même, à cet âge-là. Il s'appelait Brandon. Il avait 17 ans, adorait bricoler des voitures, et ses parents pensaient qu'il gâchait son potentiel. Je l'ai pris sous mon aile, de la même manière que Franck l'avait fait pour moi. Je lui ai appris tout ce que je savais, je lui ai donné un travail au garage, et je me suis assuré qu'il sache que sa passion pour la mécanique n'était pas quelque chose dont il devait avoir honte. Environ un an après cette visite chez mes parents, j'ai reçu une lettre par la poste.
Elle venait de Vanessa. L'écriture sur l'enveloppe était tremblante, pas comme l'écriture parfaite qu'elle avait l'habitude d'avoir. J'ai failli la jeter sans la lire. Mais la curiosité a encore gagné. La lettre était longue, des pages où elle essayait d'expliquer pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Elle parlait du sentiment d'être ignorée, du fait que les attentes de nos parents l'avaient écrasée, de sa jalousie face à la facilité avec laquelle j'avais l'air de gérer le fait de ne pas être le favori. Elle a dit qu'elle avait commis une terrible erreur, et qu'elle avait eu trop honte pour l'affronter. Elle a écrit qu'elle avait suivi un traitement pour des problèmes de santé mentale, et que ses médecins l'avaient encouragée à contacter les personnes qu'elle avait blessées, et à s'excuser. Elle a dit qu'elle ne s'attendait pas au pardon, mais elle voulait que je sache qu'elle était désolée, qu'elle avait ruiné mon adolescence, et m'avait causé une douleur que je ne méritais pas. La lettre se terminait en disant qu'elle avait entendu parler de mon succès, et qu'elle était heureuse que je me sois construit une belle vie, malgré ce qu'elle avait fait. Elle a dit qu'elle ne me contacterait plus, à moins que je ne le veuille. Elle voulait juste que je sache qu'elle était désolée. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis, je l'ai rangée dans un tiroir, et je n'y ai pas pensé pendant un moment. Finalement, je lui ai répondu un court mot, disant simplement que j'avais reçu sa lettre, et que j'appréciais ses excuses. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle recevait l'aide dont elle avait besoin. Je n'ai pas dit que je lui pardonnais, et je n'ai pas dit que je voulais reconstruire une relation. J'ai juste reconnu qu'elle m'avait contacté. Elle n'a jamais répondu, et j'étais en paix avec ça. Certaines relations ne sont pas faites pour être réparées. Certains ponts font mieux de rester brûlés. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous permet de vous apporter plus d'histoires, de meilleure qualité. Merci.